Bienvenue au stand de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Dans le cadre de la programmation scientifique des différentes conférences prévues au stand de l'Académie Hassan II des sciences et techniques en marge de sa participation à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le professeur Hussein Bouchaou, professeur à l'université Ibn Zohr de Agadir, et qui va nous présenter les nouvelles technologies pour l'économie de l'eau dans l'agriculture. Permettez-moi de présenter une brève biographie du professeur Bouchaou, qui est professeur principal à l'université Ibn Zohr de Agadir et professeur affilié à l'Institut international de l'eau de l'UM6P. Professeur Bouchaou a obtenu son doctorat de l'université de Franche-Comté et son doctorat d'État de l'université Qadi Iyad. Ses travaux portent principalement sur l'apport des traceurs chimiques et isotopiques pour la gestion des ressources en eau dans les zones semi-arides et l'hydrologie des cartes, corrigez-moi si je prononce les mots, et l'environnement et le changement du climat dans les zones arides. Il dirige également plusieurs contrats de recherche nationaux et internationaux, notamment avec l'Union européenne, l'UNESCO, l'OTAN, l'AIEA, le CNRS, etc. Il a aussi publié plus de 120 papiers dans des revues réputées et il est un expert international dans le domaine des ressources en eau. Sans plus m'attarder, je cède la parole au professeur Bouchaou. Merci madame pour ces compliments. Merci aux organisateurs, merci aux collègues et amis de l'Académie des sciences pour cette invitation et pour être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour partager avec vous certains aspects sur le sujet, cette économie de l'eau, ou le sujet de l'eau qui est d'actualité aujourd'hui, dans le cadre du Salon international de l'édition du livre. Donc, ce sujet, si vous voulez, c'est un sujet qui rentre un peu dans le cadre d'un projet financé par l'Académie des sciences et techniques, enfin, Hassan II des sciences et techniques. Et puis, sans ce financement, ce sujet-là, il n'aura pas pu démarrer dans les bonnes conditions, c'est-à-dire et puis arriver là pour donner quelques résultats. Et aujourd'hui, on est comme équipe du projet, on est fiers de ce projet, c'est-à-dire parce qu'on répond à plusieurs questions des agriculteurs, des grands et des petits agriculteurs, c'est-à-dire notamment dans les zones arides, et pour cette gestion de l'eau à l'échelle nationale. Donc, je ne vais pas vous apporter grand-chose quand je parle un petit peu de cette crise d'eau, de stress, de la pénurie un petit peu de l'eau à l'échelle nationale. Donc, comme vous le savez, si on regarde un peu la géographie du pays, donc on distingue un petit peu les chaînes de montagne, surtout l'Atlas, le haut, l'anti et le moyen Atlas, et puis le Rif. J'attire l'attention sur ces aspects-là géographiques parce que c'est très important. Heureusement, on a l'Atlas. Sans l'Atlas, c'est-à-dire, on ne saura pas ce qu'on va devenir du point de vue hydrique, au niveau, et puis la biodiversité en général. Vous avez aussi la répartition démographique, notamment la plupart de nos grandes villes, c'est-à-dire sur la zone côtière et puis l'Inde, c'est-à-dire comme les villes de Marrakech, Fès, Meknès, etc. Et puis notre économie qui est basée essentiellement sur la pêche maritime, l'agriculture, avec des secteurs émergents comme le tourisme et l'industrie. Donc tout ça, c'est-à-dire ça nécessite une demande en eau importante. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que le sujet il est relativement pertinent, très pertinent, c'est-à-dire c'est pas relativement. Et puis ça, cette demande en eau, ça exerce une pression énorme sur nos ressources en général, que ce soit superficielle ou souterraine, dans une agriculture qui consomme en moyenne 85% de nos ressources. Donc c'est pour ça que le sujet, il porte un peu, c'est-à-dire aller avoir un focus sur l'économie de l'eau dans l'agriculture, qui est le plus consommateur de notre ressource. Et si vous regardez un peu cette répartition des ressources en eau à l'échelle nationale, donc vous voyez que la plus grande partie, c'est dans le nord. Donc dans le nord, il n'y a pas beaucoup de terres agricoles, mais dans le sud, c'est-à-dire la moitié sud, c'est-à-dire on a plus de bassins, des plaines élargies, on a juste une quantité faible, c'est-à-dire de ces ressources à l'échelle nationale. Donc,
cette mauvaise répartition, c'est-à-dire nous mettre devant un dilemme énorme, c'est-à-dire pour gérer en quelque sorte cette ressource en eau et répondre, c'est-à-dire à cette sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Donc là, je ne vous apprends pas grand-chose aussi, c'est-à-dire pour les moteurs de changement. Donc vous avez ces changements dans la ressource, que ce soit superficiel, que ce soit souterraine. Et l'exemple, un peu ces dernières années, vous voyez un petit peu, tous nos barrages, ils sont arrivés au minimum. Et puis tous nos oueds, ils sont à sec, notamment dans la partie sud. Et vous avez des changements aussi, c'est-à-dire dans le domaine de la population, parce que notre mode de vie a beaucoup changé par rapport à avant. Vous avez des changements aussi dans l'égalité ou l'accès à cette ressource, donc il y a une vulnérabilité, c'est-à-dire celui qui a plus de moyens, donc il a plus accès, c'est-à-dire il peut acquérir soit dans l'agriculture, soit dans l'eau potable, c'est-à-dire au niveau de la consommation domestique, c'est-à-dire on peut toujours avoir cette inégalité, et puis tout ça, vous avez une pression énorme sur nos ressources en eau qu'on doit gérer un petit peu. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire à chaque fois, il y a plusieurs questions qui reviennent, c'est-à-dire sur au niveau de ce sujet-là, à voir est-ce qu'on va continuer à chercher l'équilibre de cette équation entre l'offre et la demande, ou tout simplement on va réfléchir un peu plus sur gérer la demande, ou tout simplement, c'est-à-dire est-ce que les changements, uniquement les changements climatiques qui sont responsables de la situation actuelle. Donc là aussi, c'est une question à poser et voir quelques questions de détail, c'est-à-dire qui utilise ça tout, quelle est la quantité utilisée, pour quel usage, et puis quel est le degré de vulnérabilité de nos ressources, soit par rapport, c'est-à-dire à la quantité ou à la qualité, et dire par exemple qui prend les décisions pour la gouvernance de cette ressource en eau et quelle gouvernance on adopte pour nos ressources en eau. Et c'est-à-dire la question clé, challenge un petit peu, c'est-à-dire comment shifter d'une situation conflictuelle vers une situation participative. C'est-à-dire que si vous voyez un petit peu à l'échelle de notre pays, il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs ministères qui interviennent dans ce secteur de l'eau. Donc on n'a pas un leadership de cette matière eau dans le pays. Et c'est pour ça qu'on a un problème, il faut le dire, un problème de gouvernance. Donc, on peut résumer que la crise de l'eau, elle est dans un premier temps crise de gouvernance. Et c'est pour ça que la recherche scientifique, il a beaucoup de choses à apporter un peu au niveau de ce sujet de l'eau et voir un peu quelle est la place, quel est l'apport de la recherche scientifique pour ce sujet et voir une recherche durable. C'est très important, c'est-à-dire on ne fait pas de la recherche instantanée, mais une recherche pour le long terme et répondre aux problématiques à l'échelle nationale. Donc, pour les gens qui ne sont pas hydrologues ou agronomes ou hydrogéologues, etc., l'équation est simple, c'est-à-dire que le bilan hydrique, je parle sur le contrôle de mon ami Driss Ouazzar qui est un peu dans ces équations, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on reçoit, c'est les précipitations générales, que ce soit sous forme solide, c'est-à-dire neige ou eau, ou liquide. On a le ruissellement dans les oueds et on a le facteur évapotranspiration. C'est ça qui détermine un peu notre variation du stock de la ressource en fonction du temps. Donc si on arrive à maîtriser ces trois paramètres, ces trois composantes, c'est-à-dire on peut déterminer facilement ce qu'on a comme offre au niveau de la ressource. Donc on peut mesurer facilement les précipitations, on peut mesurer facilement le ruissellement, mais le bête noir des hydrologues, des agronomes, etc., c'est l'évapotranspiration. C'est-à-dire ce qui retourne dans l'atmosphère sous forme de transpiration, sous forme d'évaporation. Et c'est pour ça le sujet de notre présentation aujourd'hui, c'est quel est l'apport des nouvelles technologies pour maîtriser justement, c'est-à-dire pour estimer avec plus de précision, c'est-à-dire ce paramètre d'évapotranspiration. Donc là, plusieurs méthodes, plusieurs instruments. Donc on passe maintenant avec les nouvelles technologies. Donc il y a primo la télédétection, c'est-à-dire qui peut nous donner plus d'informations à l'échelle globale au niveau des différents bassins.
il y a des mesures instrumentales sur le terrain, hein, c'est-à-dire les expériences ou la collecte des données qu'on fait sur le terrain, et puis bien sûr avec tout ce qu'on fait aussi au niveau du laboratoire, du point de vue analyse, du point de vue traitement, etc. Donc voilà un petit peu toute la panoplie, c'est-à-dire la gamme des différents instruments. Donc on passe d'une station météorologique simple, maintenant avec les stations automatiques, on passe dans des mesures des débits des rivières, les mesures de la neige. Vous savez que le couvert neigeux, c'est une ressource importante pour nos ressources. C'est-à-dire, regardez l'année dernière et cette année où il n'y a pas beaucoup de neige, donc on a moins d'écoulement. C'est-à-dire c'est la source principale de la recharge, soit des eaux superficielles, soit des eaux souterraines. C'est-à-dire quand on n'a pas une année neigeuse, c'est-à-dire où il y a beaucoup de neige, où il y a suffisamment de neige, c'est-à-dire que la crise du stress hydrique ou de la pénurie de l'eau est là. L'exemple de cette année, il est quand même, ça fait peur, hein, tout simplement. Vous avez aussi, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire au niveau des parcelles agricoles, pour déterminer justement, mesurer un petit peu comment l'arbre, c'est-à-dire le continuum eau, sol, plante, atmosphère fonctionne. Hein, il y a les bilans d'énergie, il y a les bilans d'eau, etc. C'est-à-dire qu'on essaie, avec la mesure ou le suivi des paramètres agro-météorologiques, hein, donc on peut déterminer comment l'arbre fonctionne et quelle est la quantité dont il a besoin. On peut même mesurer, c'est-à-dire le flux, ou estimer le flux de sève, c'est-à-dire qui circule dans l'arbre, en fonction, hein, des paramètres de température ou de rayonnement, etc. Vous avez aussi, on fait un suivi de l'humidité du sol pour voir un peu notre pratique d'irrigation, est-ce qu'il est efficient ou pas, c'est-à-dire comment on donne à l'arbre, c'est-à-dire est-ce qu'on donne suffisamment d'eau, est-ce qu'on donne plus d'eau, moins d'eau, etc. Donc ça aussi, c'est très important. Donc voilà un petit peu ce qui rapporte en quelque sorte les nouvelles technologies. Et puis on peut passer aussi, c'est-à-dire aux techniques géophysiques, où on peut suivre un peu ces flux d'humidité, hein, c'est-à-dire dans les parcelles agricoles. C'est très important. Vous avez maintenant les techniques aussi drones, hein, les techniques drones qui nous permettent un petit peu de suivre l'état de la végétation à l'échelle d'une parcelle ou à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un bassin, etc. Voilà une station de décovariance, hein, c'est-à-dire pour le suivi un peu dans un domaine agrumier. Hein, donc ça, c'est le matériel qu'on avait écrit dans le cadre du projet financé par l'Académie Hassan II. Voilà un autre exemple, c'est-à-dire on est en train de shifter vers des cultures moins consommatrices d'eau. Ça, c'est l'exemple du quinoa dans la région de Chichawa. Hein, c'est-à-dire le quinoa, c'est-à-dire il tolère, hein, le stress hydrique et puis il tolère aussi la salinité. Donc c'est une plante qui vient de l'Amérique latine, c'est-à-dire et puis il a ces caractéristiques un peu de s'adapter, c'est-à-dire un taux de salinité abordé, puis qui tolère un peu, hein, le manque d'eau dans nos régions. Donc ça aussi, c'est une expérience aussi qu'on vient de mener sur le maïs pour déterminer plus précisément, c'est-à-dire la quantité dont il a besoin le maïs. Donc tout ça, ça nous ramène, c'est-à-dire comme dans le domaine de la recherche scientifique pour voir un petit peu quelles sont les méthodes ou les approches qu'on peut adopter facilement pour répondre à un problème de l'utilisateur et puis un problème du décideur ou un problème du politique. C'est-à-dire pour lui dire ou l'orienter un petit peu sur ces aspects-là. Donc je ne vais pas garder un peu de temps sur ces aspects, mais sachez tout simplement que ce que je viens de dire sur le matériel, donc on collecte un peu la base de données issue des multisources, c'est-à-dire soit des remote sensing, c'est-à-dire de la télédétection, soit des mesures instrumentales sur le terrain, ou qui nous permettent un petit peu, c'est-à-dire le scientifique, il va faire parler un peu tout ça, hein, faire de la modélisation, faire le data processing, etc., faire des statistiques, hein, pour nous sortir avec des modèles ou avec des prédictions, hein, c'est-à-dire sur cette base-là. Et puis tout ça, hein, c'est-à-dire tout le monde est impliqué, hein, de l'agriculteur, recherche scientifique aux politiques, etc. C'est-à-dire c'est une approche multi-action, c'est-à-dire multidisciplinaire, et on va vers une collaboration intelligente, ou une participation intelligente, c'est-à-dire chacun, il a son mot à dire. Le petit agriculteur qui est le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire parfois on a une information, on peut avoir une information très importante qui peut guider le chercheur, hein, c'est-à-dire ou le politique, sur une décision
stratégiques, c'est-à-dire dans le futur. Et c'est ça qui nous permet un petit peu, on va vers des plateformes de partage de la donnée. Et c'est pour ça que si on arrive à surmonter le problème de le partage des données, c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure, c'est le partage de la donnée, c'est très important. Et mettre la donnée à la disposition des chercheurs, ça va résoudre beaucoup de problèmes, au lieu que cette donnée reste dans les tiroirs. Et ça, on le connaît un petit peu dans les différentes administrations, c'est-à-dire publiques ou privées, etc. On a de la donnée, mais le chercheur, il a besoin que cette donnée, c'est-à-dire pour la faire parler et sortir avec des résultats qui peuvent intéresser, c'est-à-dire tout le monde. Donc là, c'est-à-dire que c'est juste, c'est comme on décrit, vous écrivez un papier scientifique, hein, vous faites un rapport, c'est-à-dire vous travaillez sur une problématique, vous allez voir quelle est la méthodologie à utiliser, c'est-à-dire l'outil à utiliser, et puis après, vous évaluez ce que vous avez trouvé et vous proposez, c'est-à-dire des solutions, c'est-à-dire aux décideurs qui peuvent les implémenter, c'est-à-dire les utiliser pour une stratégie et pour cette gestion, c'est-à-dire à l'échelle d'un bassin ou à l'échelle du pays, etc. Donc tout ça, c'est-à-dire c'est un peu le schéma classique, mais qui peut orienter soit le chercheur, soit le décideur, soit l'utilisateur, soit le politique, c'est-à-dire pour aller vers un suivi et un monitoring, c'est-à-dire continu, hein, pour ne pas perdre d'œil, c'est-à-dire cette ressource en eau, comment elle évolue du point de vue quantité, du point de vue qualité, c'est très important. Donc là, je vous donne un peu l'exemple du SUSMASA, c'est-à-dire que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'il y a un pôle économique très important. Ici, là, on a mené un peu notre expérience, d'ailleurs avec l'Académie HSN2. Là, c'est un bassin où on exporte 50% à l'échelle nationale des agrumes. Et on exporte 80% des maraîchers, c'est-à-dire des légumes, vers l'étranger. Donc là, il y a des systèmes économiques, on ne peut pas les laisser tomber. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la construction de la station du Salmon de Ch'touka, hein, ou d'Agadir, qui est normalement doit produire les 400 millions de mètres cubes annuels, c'est-à-dire au stade final, c'est pour alimenter le Grand Agadir en eau potable, mais alimenter l'agriculture aussi, c'est-à-dire le système du Ch'touka qui est un système économique très important. C'est un système économique, vous allez trouver tout le Maroc, du PDG jusqu'au gardien de l'exploitation. C'est-à-dire si ce système meurt, il y a toute une bonne partie du Maroc qui meurt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une approche participative, vous faites. Parce que le mètre cube d'eau dessalée, ça revient entre 10 et 12 mètres cubes. Et l'agriculteur, il achète à 5 dirhams. Les autres 5 dirhams ou 6 dirhams, c'est nous qui les payons. Parce que sur ma facture d'eau, si on me rajoute 2 dirhams sur ma facture, ça passe inaperçu. Donc, je contribue en quelque sorte au développement ou la sauvegarde en quelque sorte de ce système économique qui est là. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a le système économique aussi de l'Gerdan, c'est-à-dire un système économique sur les agrumes uniquement. Et là aussi, c'est-à-dire je vous montrerai tout à l'heure un exemple qui est en train de mourir parce qu'il y a la crise, il y a la pénurie d'eau, c'est-à-dire notamment dans le sous-bassin. Donc, voilà un petit peu les nouvelles technologies. Maintenant, avec tout ce qui est automatique, les stations météorologiques automatiques, donc on peut recevoir la donnée sur son bureau, on peut contrôler un peu si mon capteur il marche ou il ne marche pas, il y a un problème. Hein, donc tout ça, c'est-à-dire c'est... et puis le but final, c'est-à-dire pour tout ça, c'est de suivre, scanner en quelque sorte ma culture ou ma plante pour dire voilà, en fonction des conditions météorologiques, ma plante il a besoin tel jour de cette quantité, un autre jour de telle quantité. C'est pour ça qu'on va vers la gestion de l'eau dans le domaine agricole. Bien sûr, il n'y a pas que l'eau, il y a encore le côté fertilisation. Parce qu'on doit, c'est ce qu'on appelle tout simplement, donc on est en train d'aller vers le smart agriculture pour une agriculture intelligente, pour combiner, minimiser un petit peu tout ce qu'on gaspille. Donc tout ça, c'est-à-dire pour dire avec précision, répondre avec précision à ce paramètre d'évapotranspiration et dire voilà, ma plante, est-ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire suivre un peu tout ce circuit d'eau entre le sol, la plante, l'atmosphère et comment ce cycle, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle, se déroule. Et puis après, c'est-à-dire maintenant le chercheur, c'est-à-dire les tendances avec les technologies
les nouvelles technologies aussi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, parce que si j'ai une donnée fiable, c'est-à-dire que mon modèle ou la prédiction que je vais donner, ça va être fiable. Mais si je travaille, j'utilise des données qui ne sont pas fiables, c'est-à-dire que je peux en sortir avec des résultats qui sont hors sujet. D'accord? Donc ça, c'est très important. La fiabilité de la donnée et la précision relative un peu de la donnée, ça peut me permettre, en tant que modélisateur, en tant que prévisionnel, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans le futur, c'est très important. Et voilà, c'est-à-dire que maintenant, avec nos jeunes informaticiens, c'est-à-dire que programmation, avec les algorithmes, etc., donc on peut sortir avec des prédictions qui sont relativement plus précises. Donc on a besoin de la donnée ou l'analyse, on la stocke, on peut la faire traiter, c'est-à-dire on peut élaborer les pages web, c'est-à-dire qui peut nous permettre, c'est-à-dire de partager un peu cette donnée, puis partager un peu cette expertise, c'est-à-dire que l'agriculture maintenant, il peut recevoir, c'est-à-dire soit en consultant un site, soit sur son smartphone, c'est-à-dire il peut avoir les données, c'est-à-dire les paramètres de sa parcelle, de sa région, etc. Et puis il peut connaître aussi, c'est-à-dire la quantité dont sa culture a besoin, c'est-à-dire il peut gérer en quelque sorte, c'est-à-dire la ressource en eau à l'échelle du bassin. Donc ça, c'est un exemple qu'on a pris comme pilote dans le cadre de ce projet chez un grand agrumier. C'est le deuxième agrumier après les domaines. Donc, ce qui est très bien aussi, c'est-à-dire sur ces nouvelles technologies ou la recherche scientifique, c'est qu'on arrive quand même à convaincre. C'est très important. À convaincre ces gros agriculteurs, c'est l'agribusiness, et dire voilà, la recherche scientifique, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, c'est-à-dire au niveau de la gestion de la ressource en eau, et c'est très important. Je vous rappelle une anecdote, c'est que quand on a installé notre matériel en 2019, en 2020, on a dit à l'agriculteur, d'après cette expérience, que vous avez rajouté un peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, en rajoutant un peu d'eau, c'est-à-dire un excès d'eau, ça peut impacter le taux de sucre dans les oranges. Donc ça, c'est les agrumes. Donc automatiquement, si le BRICS change, diminue, c'est-à-dire il y a moins d'export, c'est-à-dire parce que son client à l'étranger, il exige certaines conditions. C'est-à-dire, il a vu parce qu'il a perdu 20% de sa récolte qui a laissé sur la parcelle, parce que s'il veut l'accueillir, il va l'accueillir à 6 dirhams la caisse et le vendre à l'usine pour le jus à 5 dirhams. Donc il est perdant. Donc il la laisse sur l'arbre. Donc c'est une perte. L'année d'après, on lui a dit, voilà ce qu'il faut donner. En fonction des paramètres météorologiques, vous donnez, vous suivez un peu ce process. Et puis il était très content, nous aussi, comme chercheurs, parce qu'on voit que notre recherche vous dit qu'on met quelque chose. Et la récolte, elle était à merveille. Et puis depuis, il a suivi un peu ce qu'on a prédicté au niveau de cette station, au niveau de cette expérience. C'est très important. Bien sûr, le petit agriculteur, pour me dire que pas tout le monde peut avoir ses avantages, mais le petit agriculteur qui est à côté, il peut utiliser aussi les mêmes paramètres. S'il travaille, bien sûr, ou s'il cultive un peu les mêmes plantes. D'accord? Et puis, il peut recevoir un petit peu sur son smartphone ou sur le site, il faut regarder un peu l'évapotranspiration potentielle, c'est-à-dire ce qui est exigé un peu par les paramètres climatiques, non pas par le pouvoir climatique, c'est-à-dire évaporant. On calcule, c'est-à-dire cette évapotranspiration. Donc on connaît chaque culture à un coefficient cultural. Donc automatiquement, c'est-à-dire s'il ne reçoit pas directement, il peut multiplier son coefficient culturel par la valeur d'évapotranspiration et il saura tout de suite, c'est-à-dire quelle est la quantité qu'il peut appliquer pour l'irrigation de sa culture. Donc ça, c'est très important. Et là, on est en train de travailler sur l'édition de cette application. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé. Donc il peut utiliser aussi toutes les données, l'évapotranspiration, la température, l'humidité. Il peut même télécharger, on parlait tout à l'heure de partage de la donnée, ils peuvent télécharger, donc s'il a un niveau un peu poussé, c'est-à-dire au niveau des connaissances, il peut télécharger, traiter, représenter sous forme de graphique, ou cliquer sur des pages, c'est-à-dire pour avoir un peu cette donnée, soit en graphique, soit en tableau, etc. Donc voilà un peu ce qu'il peut avoir sur
sur son smartphone, hein, c'est-à-dire, et puis après, ça lui permettra, c'est-à-dire d'avoir, donc tout ça, c'est-à-dire pour aller vers une politique générale, c'est-à-dire pour adopter, c'est-à-dire se doter d'un tableau de bord de la gestion de la ressource en eau, les opérateurs, hein, c'est-à-dire parce que nous, on passe par l'utilisateur pour lui montrer un petit peu la stratégie, c'est-à-dire à partir d'un résultat, c'est-à-dire on vulgarise en quelque sorte un résultat scientifique pour qu'il soit compris par l'agriculteur, c'est-à-dire c'est l'utilisateur principal, parce que comme j'ai dit, c'est-à-dire la grande quantité c'est consommé par l'agriculture, et puis évaluer à temps, c'est-à-dire et puis avec précision les besoins des cultures. C'est très important, c'est-à-dire de donner les plus, les moins, ça nous permet d'économiser c'est-à-dire les engrais, c'est-à-dire les fertilisants, parce que si vous donnez plus d'eau à votre culture, il y aura plus de drainage, donc l'eau il va drainer un peu les fertilisants, c'est-à-dire qu'ils vont aller en profondeur, donc la plante il ne va pas en bénéficier, et ça c'est-à-dire c'est un perte, et puis c'est ça le but, un peu l'objectif de la stratégie de Smart Agriculture, l'agriculture intelligente, c'est de minimiser un peu le gaspillage, soit pour la fertilisation, pour l'eau, c'est-à-dire en particulier par l'eau, parce que c'est le facteur limitant, etc. Et puis voir un peu, ça lui permet un peu de piloter, comme j'ai dit, c'est-à-dire l'irrigation à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de son exploitation, etc. Et le but aussi final, c'est-à-dire parce que quand il donne plus de précision sur la quantité d'eau, donc il fait une économie sur, parce que c'est lui qui paye l'eau, soit par pompage, soit au barrage, soit à une association, etc. Et puis, il économise aussi, c'est-à-dire les fertilisants, donc relativement, c'est-à-dire, et puis donner un bon produit. Donc il est gagnant surtout, hein, sur toutes les lignes, sur tous les aspects, etc. Et l'amélioration de la rentabilité, c'est-à-dire de son exploitation, de sa culture, etc. au niveau, hein, d'une exploitation. Et je finis par ce triant aussi, ce graphique, parce que c'est très important. C'est-à-dire le chercheur, on n'est plus dans le stade de faire la recherche pour la recherche. On doit faire la recherche d'impact, c'est-à-dire une recherche avec impact. C'est-à-dire que la recherche, il est au sens, c'est-à-dire on est en train de transformer la recherche scientifique pour un besoin de la société, pour un besoin du politique, et bien sûr, il y a de l'innovation. Ce qu'on est en train de faire, c'est aller vers une recherche où on peut avoir de l'innovation, on répond à une problématique sociale et puis à un problème, c'est-à-dire une demande politique, c'est-à-dire orienter un peu nos politiques, c'est-à-dire vers des stratégies qui sont bénéfiques, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Donc là, c'est un exemple, un exemple de mesure, c'est-à-dire des paramètres, des suivis, c'est-à-dire qu'on fait à l'échelle de la parcelle. Et vous voyez, je vous donne un exemple là de l'évapotranspiration, c'est-à-dire à un jour J-1, c'est-à-dire aujourd'hui à partir de 5 heures, c'est-à-dire l'agriculteur, il peut aller jeter un coup d'œil sur le site, et il connaît la quantité, automatiquement, il connaît l'évapotranspiration, il a le coefficient de sa culture, culturel de sa culture, donc il peut connaître l'évapotranspiration ailleurs, c'est-à-dire la quantité exacte, relativement précise, c'est-à-dire qu'il va donner le lendemain pour sa culture. Donc ça, c'est-à-dire c'est très important. Et puis il est en contact direct, c'est-à-dire avec son pardon. Montre-moi avec le site. Non, je veux avec l'application. Voilà. Clique-moi, Fadi. Laurent Chal. Voilà, c'est donc voilà l'exemple, c'est-à-dire sur cette station, c'est-à-dire les découvertes sur la station d'agrométéorologie qu'on a montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un petit peu les paramètres. Là, on est en real time avec la station, c'est-à-dire en temps réel. C'est-à-dire, je suis connecté directement à la station, donc je peux connaître l'état de ma batterie, c'est-à-dire qu'elle alimente la station. Je peux déterminer
Je peux avoir tout ce qui est chaleur sensible, chaleur latente, c'est-à-dire qui me détermine un peu le bilan énergie et bilan eau de ma plante. Je peux avoir l'état de l'humidité, la température. Hein, c'est-à-dire là, si vous regardez par exemple dans la région de Taredant, aujourd'hui il y a plus. Hein, donc on a une humidité, il est humide, c'est-à-dire, et puis une température qui est à peu près vers les 20 degrés, les 22 degrés, etc. Donc automatiquement, je peux savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma région. Et si mon capteur ne marche pas, je peux le détecter aussi. Hein, donc ça, c'est une nouvelle technologie qui permet un petit peu. Et ce que je veux vous montrer aussi là-dessus, ça c'est les températures. Donc on fait un peu le suivi. Un suivi. Donc là, c'est très important ce que je vais vous montrer un peu là-dessus. C'est-à-dire ça, c'est le suivi de l'humidité dans le sol à différentes profondeurs. Vous avez les deux courbes, c'est à 5 cm. Et le reste, c'est à 20, à 30, à 60 et à 80. D'accord? Et vous voyez un peu toutes les courbes qui sont en bas. C'est-à-dire que ce qu'on donne, voilà. Les deux premières courbes, donc on a une humidité de 10 à 11%. C'est pas beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans cette région, qui est alimentée par le barrage d'Aoulouz, maintenant, depuis 6 mois, on a arrêté l'alimentation à partir du barrage. Et les agriculteurs, ils fonctionnent ou ils tournent sur leurs réserves de stockage dans les bassins qu'ils ont dans leur ferme. Donc avant, on a des pics chaque jour, on a des humidités normales, en irrigation normale. Pour ces deux premières courbes, on va arriver à 24, 25 à 30%. Là, on est en train de fonctionner au minimum. C'est-à-dire que l'agriculteur, il est arrivé pour juste mesurer un peu la gravité de la crise. Il est en train juste sauvegarder un peu sa plante pour en espérant un jour meilleur, c'est-à-dire en espérant qu'il y a un orage qui va alimenter le barrage et qui va nous permettre un petit peu de survivre, hein, c'est-à-dire à cet agriculteur de survivre. Et vous voyez un peu tout le reste, c'est-à-dire il n'y a aucune goutte, c'est-à-dire qu'il va au-delà des 80, c'est-à-dire l'humidité il est faible, c'est-à-dire que ça, c'est la consommation de la plante, c'est-à-dire il est prise au maximum dans les 40 premiers centimètres. Il n'y a aucune goutte qui passe au-delà, qui va au-delà en profondeur. Donc ça, c'est juste pour donner un exemple un peu là-dessus. C'est-à-dire on suit aussi les températures à différentes profondeurs. C'est la même sonde qui mesure la température et l'humidité. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quand il y a un réchauffement, comment ça se reflète, c'est-à-dire tout de suite, c'est-à-dire sur la surface, en profondeur, etc. Et on arrive en quelque sorte avec cette précision, ces mesures, ces capteurs, à avoir plus de précision sur cette gestion de l'eau, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture. Donc voilà un petit peu ce que je veux vous raconter. On a le pluviométrie, c'est-à-dire regarder, c'est-à-dire sur tout le mois de mai, le mois d'avril, il a plu 1,5 mm le mois. Au mois de mai, là, on est à 0,5 mm. Donc vous voyez un petit peu, c'est-à-dire le cas de cette situation au niveau des bassins de Sousse. Donc voilà, je termine. Et j'espère que je n'étais pas long. Voilà, s'il y a des questions. Merci. Je vous remercie pour cette précieuse présentation qui nous a un peu rapprochés de gestion de l'eau dans l'agriculture. Je m'adresse à l'audience. Si vous avez des questions ou des éléments à rajouter à la présentation du professeur Bouchaou, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie énormément pour votre attention et je remercie également le professeur Bouchaou pour
son précieux temps qu'il nous a accordé et avoir fait partie du programme scientifique de l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à 16h pour une... mardi à 16h pour une nouvelle conférence. Merci beaucoup.